Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue hypnothérapeute créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, bottage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. Si je devais planter le contexte, donc Géraldine, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Les femmes et l'amour, avec cette intention d'autoriser, de libérer les femmes, à sortir des injonctions. Et aussi, ce que j'ai énormément aimé, c'est que vous parlez des hommes, des nouveaux romantiques. Et je crois qu'avec cette lecture, on va vraiment pouvoir créer comme un nouveau paradigme pour pouvoir se sentir plus épanoui en amour dans une société moderne et encore, ma foi, un peu patriarcale, on doit le dire. On Donc, peut le dire. bienvenue. Merci Betty. Donc, on s'était parlé à l'occasion d'un autre livre que vous aviez écrit. Aujourd'hui, on se parle à propos des femmes et l'amour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, vous êtes autrice, vous accompagnez les femmes, vous créez des cercles de femmes, vous aimez créer ces espaces dans lesquels justement la parole est libérée. Et j'ai la sensation que vous avez vraiment fait ce travail, en fait, dans ce livre, d'aller décrire chaque femme qui peut vivre des embûches vis-à-vis de l'amour. Et j'ai juste envie qu'on revienne sur justement ce que vous me disiez là en aparté. Puis j'ai dit, ah, on lance parce que c'est super intéressant. Sur pourquoi vous avez écrit ce livre. Vous me disiez, vous l'avez écrit pour elles, pour les femmes. Quelle était votre intention de départ? Je me revois très bien le jour où j'ai décidé d'écrire ce livre. J'étais en consultation et ce jour-là, j'ai reçu plusieurs patientes qui avaient euh, la même parole, la même souffrance et qui me témoignaient alors qu'elles se connaissent pas, qu'elles ont des âges différents, voire même d'origines socio-culturelles différentes, qui me témoignaient de mêmes situations, de mêmes souffrances, de mêmes petites phrases. Et je me revois vraiment, vraiment comme si c'était hier. Je me suis dit, il faut que j'écrive un livre pour toutes ces femmes qui pensent de la même façon, qui ont des croyances limitantes, qui subissent les injonctions de la société, qui me rapportent toujours les mêmes petites phrases qu'on leur dit dans leur entourage. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'écrive ce livre parce que, en fait, dans cet instant, j'ai vu l'évolution d'une parole confiée par les femmes sur... je consulte depuis 25 ans. Je suis spécialisée à l'accompagnement des femmes, disons, depuis 20 ans. Et donc, sur 20 ans, j'ai vu une évolution euh, d'une certaine souffrance. Euh, et j'avais envie, voilà, d'un livre qui vienne faire un constat de mon observation auprès des femmes qui sont représentatives des femmes dans notre société et des difficultés qu'elles rencontrent. Et j'avais envie d'écrire ce livre pour qu'elles en prennent conscience, que les personnes qui ne me consultent pas, plein d'autres prennent conscience et qu'elles puissent se libérer, en effet, des injonctions de la société, de la pression sociale, des normes et s'autoriser leur choix, s'autoriser un certain nombre de choses et surtout se sentir euh, plus libre et en paix avec elles-mêmes dans leurs différences de parcours concernant la rencontre, la maternité, la place leur place dans la société, leurs décisions dans leur vie, voilà, à quoi elles veulent donner plus de place. Or, aujourd'hui, dans notre société, on demande aux femmes de cocher toutes les cases, mais en même temps, on ne leur donne pas la possibilité d'occuper tous les espaces et en tout cas pas de la même façon que les hommes. Et en tout cas, je me suis cantonnée aux relations amoureuses et à la rencontre
J'aurais pu parler aussi de tout plein d'autres choses, que des inégalités que nous rencontrons dans notre vie, mais de femmes. Mais je me suis cantonnée, bien entendu, à la rencontre et j'ai eu suffisamment à dire pour faire au moins un livre. Ah oui, et honnêtement, c'est très complet. J'ai trouvé que c'était aussi très documenté. J'ai vraiment eu l'impression de lire tout un panel en fait de possibilités, de blocages, de difficultés, de situations que les femmes peuvent vivre en fait. Et je trouve que ça donne ce sentiment de ah, je suis pas toute seule en fait, c'est pas moi qui suis pas normale. Il y a Exactement. aussi des programmes qui nous sont, j'ai envie de dire, transmis dès la naissance voire autres, mais des programmes qui font qu'à un moment donné, on comprend en vous lisant pourquoi on n'arrive pas à trouver l'amour sincère, pourquoi on n'arrive pas à bâtir une relation, parce qu'il y a aussi la société, la manière dont on a été éduqué, les injonctions qu'on nous a transmises. Et il y a notamment un moment dans votre livre où vous dites, mais il y a le burn-out de la rencontre. Moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé de ces femmes qui cherchent l'amour, qui font plein de rencontres, et puis vous parlez beaucoup de la société moderne, des rencontres en ligne, etc. Et puis qui, à un moment donné, font un burn-out en pensant même qu'en fait, c'est elles qui ne méritent pas l'amour, que Mhm. la rencontre, elle peut plus avoir lieu, elles sont peut-être même pas faites pour l'amour. Il y a cette Mhm. lassitude contrebalancée de l'espoir avec une touche de dépendance affective, parce que des fois, on réunit tout ça. Et en fait, de comprendre, vous avez dit cette phrase, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et même si la femme rencontrait un nouveau romantique, on en parlera un peu plus tard du concept que vous avez décrit, un homme bien, pas un bad boy, celui qui potentiellement pourra la rendre heureuse, potentiellement, elle pourrait même pas savourer cette rencontre parce qu'elle a été programmée pour aimer l'homme viril, la masculinité toxique que vous décrivez très bien dans votre livre pour laquelle, en fait, les hommes ont aussi été programmés. Et je trouve que de prendre chacun conscience, que ce soit une femme ou un homme, de nos programmes qui nous empêchent d'aller vers l'amour, c'est hyper important. Vous avez décrit, je pense, énormément de choses dans votre livre. Aujourd'hui, donc, vous parlez de l'amour dans notre société moderne. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous donner quelques clés, justement, pour se protéger des rencontres amoureuses à notre ère actuelle? Je dénonce beaucoup les rencontres en ligne sur les sites de rencontres, alors que pendant des années, j'étais convaincue que ça pouvait faciliter la rencontre de personnes qui ont des rythmes de travail décalés, qui vivent loin des grandes villes, qui sont isolées pour une raison ou une autre. Et je me suis vite aperçue au gré des témoignages principalement des femmes, puisque c'est elles qui me consultent, je me suis vite rendu compte, en fait, de l'errance que cela peut être euh, et de la structure elle-même des applications et des sites de rencontres qui nous font avoir un rapport à l'objet, puisque c'est un catalogue qu'on feuillette, on met dans les favoris en mettant un cœur ou en passant la page. Euh, le crush se fait, la rencontre se fait parce qu'on s'est mutuellement liké. Et puis ensuite, il y a une conversation qui va être euh, assez superficielle. Donc en fait, ce que je dénonce, c'est notre modernité, que ce soit les sites, les applis de rencontre, mais aussi nos smartphones, qui, si nous n'en avons pas conscience, vont nous mettre en relation avec l'autre comme s'il s'agissait d'un objet. C'est vraiment la problématique du côté virtuel qui fait que un certain nombre d'individus ne se rendent pas compte qu'il y a un être humain derrière cette image, cette photo, ces mots qui sont tapés dans le chat. Et ce qui m'a été rapporté aussi par des hommes, c'est le sentiment, en fait, de ne pas être considéré comme un être, mais plutôt comme un objet. Mais ça, c'est vraiment notre société qui
de consuméristes qui nous amènent à subir ou faire subir une relation à l'objet avec les autres. Et ce que j'ai découvert au gré de mon enquête, c'est que euh, les femmes sont d'une certaine façon utilisées pour avoir du trafic sur les sites de rencontres, puisque par exemple, il y a un grand nombre de sites et d'applications où c'est gratuit pour les filles, comme en discothèque à notre adolescence. Là aussi, hein, on peut dénoncer hein, la gratuité de l'accès aux discothèques pour les filles pour être sûr que les gars viennent. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça met les femmes dans cette posture, une fois de plus, de proie, d'objet, où on les utilise pour faire venir et donc pour faire payer les hommes, puisqu'en fait, sur les applis et les sites, sur certains sites, c'est comme ça. Quand une femme arrive sur un site de rencontre, elle va être sursollicitée par les hommes. Quand un homme arrive, ça va être plus compliqué d'entrer en contact avec des profils qui l'intéressent parce qu'en fait, certains sites et certaines applis de rencontres sont structurés pour que l'homme, voyant que ça ne fonctionne pas, prenne un abonnement et une fois qu'il prend un abonnement, vroom, il a accès à un grand nombre de profils féminins. Donc, je dénonce un certain nombre de choses de cet ordre pour faire comprendre en fait aux femmes, mais aussi aux hommes qui me liront, que notre modernité amène des comportements qui peuvent nous faire violence, qui peut être violent pour nous en fonction de nos valeurs, de notre sensibilité, ce que nous cherchons à vivre et les personnes que nous cherchons à rencontrer, et que nous devons en avoir conscience pour se protéger et vraiment réfléchir sur la pertinence de la rencontre en ligne, la pertinence aussi de conversations en ligne plutôt que de se voir. Et je ne suis pas contre le progrès, je suis pour le progrès parce qu'il facilite un certain nombre de choses, l'accès à la culture, une démocratisation de l'information. Enfin voilà, il y a la modernité a des effets extrêmement positifs, sauf qu'on a mis entre nos mains des outils de communication sans nous donner le mode d'emploi et ça fait beaucoup de casse, et notamment dans la rencontre amoureuse. Et les femmes sont beaucoup plus exposées à une forme de violence euh, dans notre modernité et sur les sites de rencontres. Par exemple, les femmes subissent beaucoup plus de cyberharcèlement que les hommes. Les femmes sur les sites de rencontres vont se sentir beaucoup plus objetisées et vont être face à des situations qui vont être compliquées pour elles. Par exemple, quand elles s'aperçoivent que l'homme a 5 conversations en même temps, ça peut réveiller un certain nombre C'est-à-dire, une fois, c'est gérable. Au bout de la 10e fois, c'est là qu'arrive le burn-out de la rencontre. Donc, il y a une vigilance à avoir et, et une connaissance de cet environnement à avoir et des décisions à prendre en tant que femme sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important, comment me protéger et faire attention dans cette jungle. Oui, complètement. Avec beaucoup de justesse, je trouve que vous transmettez ça. C'est finalement cette jungle, elle vient appuyer ou mettre en lumière euh, à la fois nos mécanismes, notre passé, nos blessures, et puis comme des rouages ou des mécaniques de rencontres et de pensées ou de phénomènes sociétaux qui font que c'est important de reprendre conscience pour reprendre son pouvoir. Et notamment, vous parlez à un moment dans le livre de la question du désir, qu'en fait, quand on est dans cette phase de rencontre, on peut confondre l'amour et le désir. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Mhm. C'est vraiment quelque chose que j'entends très fréquemment en consultation et aussi ce que j'observe dans notre société en observant les êtres vivre. Et il y a la quête de l'amour, la quête du prince charmant, principalement chez les femmes, euh, et une urgence à la rencontre.
qui va faire que quand elles vont rencontrer un être pour qui elles vont avoir du désir, elles vont tout de suite le transformer en amour. Parce que dans notre société, euh, c'est plus autorisé qu'une femme ait du désir si elle est amoureuse, plus que qu'elle ait du désir sans amour. Ça, c'est pour les hommes. Alors, ça paraît très cliché quand on le dit, mais n'empêche que c'est dans les inconscients. Moi, Totalement. j'entends ce type de choses de femmes jeunes, modernes, informées, cultivées. Enfin, voilà, on pourrait se dire, oh là là, mais c'est cliché. Et à chaque fois que j'écrivais mes chapitres dans ce livre, je me disais, mais attends, mais t'es dans les clichés. On va te dire c'est cliché. Oui, Et mais donc, c'est j'ai des pris des... images qui sont transmises. Comme Oui, vous dites, c'est la bonne exactement. fille ou la pute. Pas entre Exactement. deux. Voilà. Et l'homme, lui, s'il est célibataire, bah, il est libre, c'est un conquérant. Et s'il a plusieurs conquêtes, soit en même temps, soit à la suite, bah, Ce c'est n'est pas un normal, problème. ça n'est pas un problème. Et une femme célibataire, on ne va pas porter le même regard sur une femme célibataire. D'ailleurs, on va lui dire au bout d'un certain temps, mais comment ça se fait, jolie comme tu es, que tu ne rencontres personne? Jolie comme tu es. Donc déjà, on voit le côté réducteur. Il faut qu'elle soit avec quelqu'un. Si elle n'est pas avec quelqu'un et qu'elle est jolie, c'est pas normal. Donc il y a les jolies, il y a les moches. Donc Ouais. les jolies, elles ont le droit d'être en couple. Les moches, c'est pour ça qu'elles sont pas en couple. Enfin, allô, c'est quoi ce Oui. truc? Elles ont aussi un cerveau, une Oui. personnalité, du charme, des choses à partager. Euh, mais on voit que les critères ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes dans plein de domaines, mais en ce qui concerne la rencontre, ces petites phrases-là me sont rapportées par mes patientes. Et donc, en effet, ça peut paraître cliché, mais en fait, c'est ce que les femmes vivent tous les jours. Et c'est les petites phrases qui leur sont assénées tous les jours. Et ça les fatigue ou ça les rend confuses. Et ça va fausser aussi leur choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ne savent plus si elles ont réellement envie d'être en couple ou pas. Euh, Quelle est la différence entre vouloir rencontrer vraiment l'amour et être en couple, déjà, et par rapport à l'enfant aussi, l'horloge biologique et les petites phrases du genre, bon, bah écoute, là, tu as dépassé 30 ans, il faut te dépêcher parce que si tu en veux plusieurs, l'heure est comptée. On lui demande même pas si elle veut ou pas un enfant. Mm. On décide déjà pour elle qu'elle en veut et que là, il faut qu'elle se dépêche. Donc, c'est toutes ces injonctions-là. Certains diront oui, mais il faut pas tenir compte de ces phrases. N'empêche que, suivant notre sensibilité, suivant notre personnalité, et puis surtout la répétition des messages font que ça crée une fragilité chez les femmes et que ça vient soit les culpabiliser, soit les faire douter de leur propre choix, soit leur faire choisir une orientation normée, alors qu'au fond, elle n'était peut-être pas faite pour ça. Mm. Oui, d'ailleurs, vous citez une étude en tout début du livre qui avait été faite c'était donc une étude avec des petites filles et des petits garçons à qui on présente des yaourts qui ont en fait été salés. Et donc les petits garçons qui goûtent le yaourt devant la caméra instinctivement font burk et les petites filles font c'est bon parce qu'en fait dès petites les filles et ça j'en parle dans un article sur le genre on leur a inculqué l'idée qu'elles devaient plaire. Mm. Elles devaient faire ce qu'il fallait pour plaire et je trouve que ça induit cette idée de mince, bah alors si je ne tombe pas amoureuse, si je ne rencontre pas la bonne personne, si je n'arrive pas à être en couple, alors c'est de ma faute. C'est que je dois pas être comme il faut ou je dois pas faire ce qu'il Exactement, faut. exactement, tout à fait. Et c'est pour ça que la phrase en exergue d'introduction à mon livre est euh, on nous a appris à nous faire aimer et non pas à aimer ou à nous aimer. Enfin voilà, je me souviens plus exactement de ma phrase, mais l'idée c'est ça, c'est on nous apprend à nous faire aimer, donc on nous apprend à être aimable, Mm. mais on ne nous apprend pas à choisir. Ouais, Et dans cette expérience, initialement, c'était un casting pour une pub, en fait. ouais.
Et l'expérience a été faite 2 fois, une en Espagne, je crois, de mémoire, et une aux États-Unis. Et le résultat était le même. Et le réflexe en bas âge, elles sont petites dans cette étude, hein, ça doit être autour de 5, 7 ans. On voit que le réflexe immédiat, c'est de sourire parce qu'on leur a donné un pot de yaourt qui est censé être bon. Elles sourient, le goût est franchement pas agréable, mais le premier réflexe, c'est de sourire parce qu'on leur a appris à sourire. Donc, on leur a appris à être aimable. Et on nous a appris euh, à être, à être aimable, à dire bonjour, à sourire. Euh, et ce type d'éducation, les garçons ne reçoivent pas la même éducation. Je parle à un moment donné aussi des jouets. Les filles qui sont autorisées à jouer à la poupée et pas aux voitures, et les garçons qui sont autorisés à jouer à la guerre, aux voitures, mais pas aux poupées, alors que les deux ont envie des deux. Oui, Et la peur que ça vienne changer leur identification à leur genre ou avoir une incidence sur la sexualité, alors que c'est absolument pas le cas. C'est pas parce que des enfants jouent avec ce que l'on considère être pour eux ou pas que ça va changer leur choix. Donc on voit que dans l'éducation, ce qui nous a été transmis, mais c'est pas seulement les parents, c'est aussi la société, bien sûr. les contes de fées, les films, un certain nombre d'informations autour de nous, les pubs, Mm. euh, cantonnent la femme à un rôle et à un comportement spécifique. Et Oui, les hommes à un rôle et à un comportement spécifique. Et ça va en effet orienter aussi notre posture dans la rencontre et dans notre façon d'interagir avec les hommes. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit être comme les hommes. Je suis en train de dire, et c'est ce que je tente de transmettre comme message aussi dans le livre, c'est que je suis pour une égalité, pour que les femmes puissent être en contact avec, en effet, leur puissance, euh, euh, leur, euh, leur puissance, leur personnalité, leur confiance en elles. Euh, voilà, mais qui comment? leurs envies, qu'elles peuvent Leurs aussi envies, avoir envie exactement, de parce qu'ils... quelque chose qui est et- différent de ce qu'on s'attend d'elles, en fait. Exactement, Et exactement. cette étude, ça montre bien qu'il y a, je pense qu'il y a une partie des personnes, notamment que vous et moi on rencontre en consultation, qui se sont construits en ce qu'on appelle en faux self, c'est-à-dire Mhm, en dehors d'elles-mêmes, mais en accord avec ce qu'on attendait d'elles. Et finalement, ce que vous décrivez dans le livre, c'est que ça concerne aussi les hommes, puisque effectivement, dans ce que vous dites, c'est-à-dire on a des attentes vis-à-vis des petits garçons et des hommes en devenir. Vous parlez de la masculinité toxique, et de cet attrait qu'on peut avoir à un moment donné dans notre vie pour le bad boy, l'homme viril. D'ailleurs, quand on demande aux femmes, c'est quoi ton type d'homme, souvent beaucoup décrivent ce fameux bad boy. D'ailleurs, c'est beaucoup véhiculé dans les films, les histoires, etc. Et, et j'espère que c'est en train de changer. Je pense votre livre va ouvrir ça aussi. Et pour une petite anecdote personnelle, je me souviens, donc je ne sais plus en quelle année ce film est sorti, Bridget Jones. Et vous savez, il y a vraiment ce- ce- cette image. D'un côté, il y a le bad boy, sexy, séduisant, on le trouve. Et puis de l'autre côté, il y a le gars qui est ok, qui est pas qui est pas ça. Il faut aller voir derrière ce qui est caché dans sa personnalité, mais qui est un homme profondément gentil qui dit cette phrase, je t'aime tel que tu es. Et je crois que souvent, à cause de ces programmes-là, conscients ou inconscients, on pense savoir ce que l'on veut. Et moi, je l'ai vécu personnellement, c'est-à-dire que j'avais une idée très précise de l'homme que je voulais rencontrer. Et puis, il y a ce qui nous rend heureuse, mhm, qui nous fait vraiment du bien. Et personnellement, quand j'ai accepté qu'il y avait un écart entre ce que je pensais vouloir pour moi et ce qui me mhm, rendait vraiment heureuse, c'est là mhm. que j'ai rencontré mon mari. Bah bien sûr. Mais ça demande tellement de chemin Ah oui. pour Un aller se chemin de libérer. conscientisation pour sortir Exactement. en effet de ces programmes. Et
j'avais vraiment envie d'écrire sur le bad boy parce que c'est un des leitmotivs qui revient constamment en consultation sur des années, parce que mon observation, elle repose sur 20 ans, et avec une augmentation, une accélération sur ces 8 dernières années, je dirais. Euh, et j'entendais cette musique qui était l'attachement, l'intérêt, le désir pour le gars pas disponible, le salaud, ou le mec pas très clair, en général assez beau, véhiculant en fait un certain nombre d'informations en lien avec une certaine forme de virilité telle que la société nous l'indique, l'impose, voilà. Et puis le gentil qui n'évoque aucun sentiment amoureux ni de désir. Voilà. Il y a vraiment ces deux images, ces deux archétypes qui reviennent, et elles me le confient, les femmes me le confient, elles me le disent vraiment en disant, voilà, je comprends pas, je suis toujours attirée par le mec avec qui ça va pas se faire, le mec indisponible, ou bien s'il est disponible, il me traite pas bien, l'indifférent. Voilà, le conquérant sur d'autres terres, mais qui me porte un peu d'intérêt, mais pas beaucoup. Voilà, soit celui qui me trompe, celui qui n'est pas honnête, ou celui qui me fait souffrir. Et puis, j'ai un copain qui est amoureux de moi, mais il est trop gentil. Oui. En fait, il est trop gentil. Qu'est-ce qu'on Et l'entend? moi, ça m'excite pas, quoi. Je suis pas amoureuse de lui. Je C'est vois trop vraiment aucun. facile. Voilà, je vois pas d'intérêt. Il a pas de valeur. Et Oui. là, je me suis dit, Alors que attends, l'amour et le désir sont deux choses différentes. aussi. Et je me suis dit, mais quand même, c'est fou. Plein de femmes différentes, d'âges différents. C'est les mêmes archétypes qui reviennent. C'est très binaire. C'est le salaud, le gentil. Mm. Euh, et c'est là que j'ai creusé. Et c'est là que j'ai trouvé un certain nombre d'informations sur les messages qu'on nous envoie. Et le bad boy, le mauvais garçon, c'est le mec viril. Et donc, c'est celui qui doit être attirant. Le gentil n'est pas viril. Donc là, il y a vraiment des messages sur une certaine virilité qui se rapproche de la virilité toxique. Mm. C'est le dominant, le dominateur. Donc ça sous-entend quoi? Que nous sommes donc dominés et que Mm. nous devons être dans une forme d'attente, de docilité. Mais Oui. d'où ça sort ça? Ben, ça vient des contes de fées. Les contes de fées de Perrault, qui n'ont pas été modernisés, réinterprétés, et qui correspondent à la société de l'époque et à la place qu'avait la femme à l'époque. Ok. Et dans les contes, elles attendent le prince charmant qui arrive sur son cheval blanc et qui vient les sauver de la situation dans laquelle elles sont, situation plus ou moins difficile, avec en tout cas une incapacité à s'en sortir, et où elles peuvent s'en sortir grâce à l'arrivée du prince qui vient les sauver. Et donc là aussi, ça paraît cliché, n'empêche que c'est ce que nous avons entendu dans l'enfance. Euh, et nous nous sommes identifiés, comme à toute fiction et narration, on s'identifie à Oui. l'héroïne, au héros, et ensuite, ça vient euh, nous donner les fondements de, du rôle de la femme et de l'homme, Mm. de la place que nous devons occuper en tant que femme et dans la rencontre. Mm. Alors que non, et c'est tout ça qu'il faut balayer pour qu'une altérité puisse se faire. Et pour certains hommes, c'est pas aussi facile que ça non plus Tout de à fait. répondre à ces J'allais dire. injonctions de la société. C'est pas facile pour eux non plus. Non. Du tout. Pour certains Trouver hommes, non. leur place dans un monde où maintenant les femmes, fort heureusement, j'en suis très contente, reprennent leur pouvoir, leur puissance, en faisant des choix plus conscients, en se connaissant mieux, en déprogrammant ces parties-là, en sortant des injonctions. Et puis l'homme, le fameux gentil. Alors, est-ce qu'on peut parler de votre concept de nouveau romantique?
que vous... Avec grand plaisir. Désolée pour le poète-poète, c'est le chien, Il est le bienvenu, le chien. qui est une fifi d'ailleurs. Euh, Oh. oui, je suis ravie de parler des nouveaux romantiques qui, je dois bien l'avouer, me donnent très envie d'écrire un livre sur le sujet. Oh, Je alors suis... là, Ah oui, ah bah alors, ah bah alors là, s'il on est a accueilli hâte. comme ça, donc je m'y mets dès maintenant. Ah bah, j'aurais bien hâte de le lire. J'ai adoré écrire cette partie. J'étais partie pour écrire une plus longue partie. J'avais envie de prolonger cette cohabitation, je dirais, avec les nouveaux romantiques lors de l'écriture. Euh, mais bon, voilà, c'était pas le sujet du livre et donc j'avais d'autres aspects à, à développer. Les nouveaux romantiques, ça m'est venu comment? Ça m'est venu en fait en étudiant la révolution romantique proposée par ce que j'aime appeler la nouvelle vague du féminisme, qui est incarnée par la jeune génération. Euh, et, et la révolution romantique, c'est prendre conscience de l'influence du romantisme véhiculé par le mouvement littéraire du 19e siècle, mais aussi par les romans à l'eau de rose. Comment prendre conscience de l'influence que ça a pu avoir, c'est la suite des contes de fées, et se libérer d'une forme de romantisme qui nous amène à être dans des rôles dominants, dominés, et à banaliser la passion amoureuse, qui est en fait des amours toxiques, qui sont en fait des amours toxiques. Voilà, donc ça, c'est la révolution amoureuse. Et du coup, c'est ensuite, en étudiant ceci et en pensant au profil, aux archétypes du bad boy et du gentil, qu'a émergé dans ma conscience, en fait, ce profil d'homme que je vois autour de moi et qui sont dans certains films. J'en cite au moins un dans le livre. Et je me suis dit, il existe un profil d'homme que donc j'ai appelé les nouveaux romantiques. Pourquoi je les ai appelés les nouveaux romantiques? Ben, c'est dans cette idée que ils sont romantiques, mais non pas de ce romantisme du 19e siècle, ni des romans à l'eau de rose. Ils ont ce côté romantique en opposition au masculin toxique, en fait. Et pourquoi nouveau? Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça l'homme moderne. L'homme moderne, c'est celui qui s'est délesté des injonctions de la virilité. C'est celui qui ne s'identifie pas aux personnages des romans du 19e, torturés, passionnels, voire destructeurs. Le nouveau romantique, c'est l'homme qui est en accord avec ses émotions, qui est dans un mode relationnel avec les femmes, qui est de l'ordre du respect, de l'altérité. C'est un homme qui a des émotions, des sentiments, qui n'en a pas peur et qui n'associe pas le fait d'avoir des émotions ou une forme de vulnérabilité à certains moments de sa vie avec la non-virilité. Ce sont des hommes qui ne comprennent pas absolument, qui sont aux antipodes de la virilité toxique, mais qui sont vraiment des hommes au sens de, voilà, ils ont, ils se sentent hommes, ils sont dans une interaction avec les autres et une posture affirmée, et ils sont ni salauds, ni trop gentils et mous. Ils sont dans une posture euh, respectueuse où chacun a sa place, et l'interaction avec les femmes est une interaction de l'altérité. Voilà, ce sont des êtres d'altérité. Et j'ai trouvé, et mon désir d'écrire aussi sur le sujet, c'est pour insuffler cet archétype dans l'esprit des femmes pour qu'elles sortent de ce côté binaire, le salaud ou le trop gentil. Et je trouve que c'est un pari réussi parce qu'en vous lisant et en vous écoutant, on va essayer de conclure là-dessus, c'est que j'ai vraiment cette sensation que pour pouvoir être épanoui en amour, soit un homme ou une femme, et peu importe notre orientation, nos choix,
je crois que c'est profondément à la fois d'être connecté à soi et de rendre la place à l'autre avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance et de sortir justement de cette relation dominant-dominée qu'induit la passion, les relations tortueuses, et vraiment revenir à cet équilibre de respect et d'être pleinement soi. Absolument, absolument. Et de ne pas être dans la relation à l'objet, qui est cette tendance, puisque nous sommes dans une société narcissique, de l'image et de l'objet, société consumériste et narcissisante, et de revenir en effet à soi-même en tant qu'être, avec un autre être, et non pas être dans la relation à l'objet en amour. Et en prendre conscience nous permet de nous retrouver et d'être dans une rencontre ou dans la rencontre ou dans les rencontres. C'est valable aussi en amitié, en tenant compte de nous en tant qu'être et de l'autre en tant qu'être. Et pour moi, c'est ça l'intelligence relationnelle de demain en amour. Et c'est très important. Et merci beaucoup pour tout ça, pour tous vos partages précieux. Merci d'avoir écrit Mais ce livre. merci Betty. Le titre du podcast s'appelle Sans compromis. Alors j'aime toujours terminer avec cette question. Si on fait le lien avec la thématique de votre dernier livre, à votre avis, quel est le compromis qu'on ne devrait peut-être plus faire pour justement être épanoui en amour? C'est quoi la partie sans compromis? J'en reviens à sans compromis, c'est d'assumer de ne pas plaire. C'est et de ne pas tout faire pour essayer de plaire. C'est avant tout se réconcilier avec soi-même, oser être soi en tant que femme, revendiquer l'importance d'être femme, la valeur que nous avons en tant que femme dans notre société, si notre société daigne nous donner encore un peu plus notre place. Voilà, c'est sans compromis. Si tu ne m'aimes pas, eh bien tu ne m'aimes pas et je ne ferai pas tout pour être aimée de toi. Parce que moi, en tant que femme, je suis déjà dans la complétude. Je ne cherche pas à ce que l'homme vienne me donner une valeur, me compléter et me donner une valeur sociale. En tant que femme, je devrais déjà avoir une valeur sociale. Ce n'est pas le couple qui va me donner une valeur. J'ai déjà de la valeur en tant qu'être humain. Je suis une femme, mais je suis d'abord un être humain. Waouh! J'en ai les frissons tellement je trouve ça puissant. Merci beaucoup, Géraldine. Merci pour cette merveilleuse question et pour toutes ces questions. Merci Betty Avec grand pour plaisir. l'accueil de ce livre, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et donc, bien évidemment, vous retrouverez en description de l'épisode le lien pour pouvoir vous procurer le livre de Géraldine, Les femmes et l'amour, et vous en découvrirez encore bien plus parce que, évidemment, nous sommes limités par le temps. Il y aurait tellement de choses à dire, donc je vous laisserai découvrir la suite. Merci pour votre écoute et merci beaucoup, Géraldine, pour votre sagesse. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, eh bien pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt.